Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Automoto pour revivre la saison de rallye 1997. Une heure d'émission que nous allons passer avec Didier Auriol qui a eu la gentillesse de nous accueillir ici, à Millau, chez lui. Et Didier Auriol qui sera le grand témoin de cette saison qui vient de s'achever. Didier Auriol, inutile de vous le rappeler, est le seul pilote français de rallye à avoir obtenu un titre de champion du monde, un titre qu'on aimerait bien lui voir reconquérir à nouveau, et pourquoi pas dès 1998, Didier. L'avantage, c'est qu'en 98, je vais rattaquer une saison complète dans un très bon team, puisque j'ai re-signé intégralement avec Toyota. Donc maintenant, il faut attendre, la voiture est performante, le pilote est bien dans sa tête. Donc attendons la fin 98 pour en parler un petit peu plus. Cette voiture a laissé percevoir des qualités déjà dès le début. Oui, on a commencé l'année 97, on était là pour avant tout développer la voiture et surtout la rendre fiable. On n'avait pas de pression cette année, simplement il fallait faire des chronos pour prouver aux gens de chez Toyota, pour prouver au Japon que la voiture était compétitive pour 98. Bon, je crois que cette saison, on a pu démontrer vraiment les qualités de la voiture. Donc maintenant, la pression va être un petit peu plus forte l'année prochaine parce que maintenant, il faut des résultats. Et des... Retour chez Didier Auriol pour vivre les grands moments du championnat du monde des rallyes 1997 qui s'est achevé par un nouveau triomphe du Finlandais Tommi Mäkinen. Alors Didier, est-ce que l'on a vécu une grande saison de rallye? Oui, une grande saison, c'est sûr. On remarquera peut-être malheureusement l'absence de Toyota. Donc deux voitures supplémentaires au départ pour se battre avec eux. Mais bon, heureusement, Toyota est arrivé en cours de saison. Et ben, on va revoir tout de suite tout ça avec les temps forts de la saison de rallye internationale. Le championnat du monde commence très fort pour l'équipe Subaru. À Monte-Carlo, c'est l'Italien Piero Liatti qui annonce la couleur en s'imposant au terme d'un somptueux affrontement avec l'Espagnol Carlos Sainz. Même Tommi Mäkinen, le champion du monde en titre, sera obligé de lâcher prise sur la fin, laissant les deux autres en découdre pour la victoire. Et malgré l'acharnement de Sainz, Liatti réussit une fin de course époustouflante qui lui assure une formidable victoire dans une épreuve qui n'avait pas souri aux Italiens depuis le succès de Mickey Biagio en 1989. Sainz deuxième et Mäkinen troisième complètent le podium de ce rallye Monte-Carlo, mais il n'y avait rien à faire ici contre un Liatti en état de grâce. Subaru repasse les plats en Suède, et cette fois, c'est le local Kenneth Eriksson qui veut frapper un grand coup afin d'atténuer l'effet Liatti. Car David Richards, le patron de l'écurie ProDrive, n'a pas encore choisi entre Liatti et Eriksson pour épauler Macrae au volant de la deuxième voiture. C'est pourtant Carlos Sainz qui emballe la course jusqu'au moment où son moteur ne lui permettra plus de lutter à armes égales avec les autres. Deuxième Sainz, comme à Monte-Carlo. Mäkinen, revenu du Diable Vauvert, échoue à la troisième place et troisième victoire sur cette terre pour Eriksson, intermittent du spectacle âgé de 41 ans. Au Kenya, c'est encore une Subaru qui va dicter sa loi. Celle de Colin McRae qui, contrairement à ses habitudes, a décidé d'adopter un rythme prudent. Débarrassé tour à tour d'Eriksson, de Sainz, de Mäkinen et de Schwartz, McRae n'a plus qu'à se soucier de l'ambition grandissante d'un Richard Burns qui progresse à pas de géant. McRae démontre ici qu'il est également capable de piloter avec sa tête. Il récolte sa première victoire de la saison et offre à Subaru son troisième succès après Monte-Carlo et la Suède. Il fallait bien que cela arrive un jour.
L'événement se produit au Portugal où un Mäkinen déchaîné fait la démonstration que les Subaru ne sont pas invincibles. Ericsson entre pourtant en résistance, mais il ne peut espérer grand-chose face à une Mitsubishi efficace pilotée de main de maître par Tommi Mäkinen. Le Finlandais survole la course et démontre qu'il faudra désormais compter avec lui et avec sa Mitsubishi Lancer. En Espagne, sur l'asphalte, ce sont les Peugeot qui font le spectacle, notamment celle du surprenant Gilles Panizzi. L'effet de surprise passé, la contre-attaque s'organise et malgré toute leur vaillance, Delecourt et Panizzi devront se résoudre à abdiquer, non sans avoir fait preuve du potentiel extraordinaire de leur 306. Comme au Portugal, la victoire revient en Catalogne au Finlandais Tommi Mäkinen, qui fait la démonstration qu'il est désormais un formidable spécialiste de la course sur bitume. Le Tour de Corse restera à jamais comme la course la plus palpitante à laquelle il nous était donné d'assister. Mäkinen, qui percute une vache à pleine vitesse, ne peut participer au combat des chefs, qui oppose depuis le début la Ford de Sainz à la Subaru de Macrae et au Peugeot de Delecourt et de Panizzi. 4 qui peuvent encore prétendre à la victoire à une spéciale de l'arrivée, c'est superbe. Macrae termine comme une trombe, il confond tous ses détracteurs, réalise un fabuleux exploit dans le tout dernier chrono et s'impose avec 8 secondes d'avance sur Carlos Sainz. Le vainqueur de ce Tour de Corse de légende ne se sera retrouvé que 2 fois en tête de la course, à l'issue de la première spéciale et après la dernière. Cela lui aura suffi. En Argentine, il y a Macrae, Sainz, Mäkinen et derrière, tous les autres. L'Écossais, l'Espagnol et le Finlandais ont rapidement pris les devants, imprimant à la course un rythme très élevé. Et c'est la Mitsubishi de Mäkinen qui se révèle la plus efficace sur un terrain qui lui convient à la perfection. Installé au commandement dès le 3e chrono, le champion du monde va repousser jusqu'au bout les assauts conjugués de Macrae et de Sainz. Ce dernier, trahi par le moteur de sa Ford, n'aura pas la satisfaction de rejoindre l'arrivée, où Mäkinen peut savourer son 3e succès de la saison. L'équipe Subaru, plutôt conquérante depuis le début de l'année, va connaître en Grèce une terrible humiliation. Les 2 voitures de Macrae et d'Ericsson seront frappées par la même défaillance de leur direction. Comme Mäkinen n'est pas en veine, on voit poindre l'étoile d'un Richard Burns très remuant et celle du revenant Juha Kankkunen. Mais Carlos Sainz va les mettre tous les 2 d'accord en réalisant une 2e étape de toute beauté. L'Espagnol finira par s'imposer devant son équipier Kankkunen, enregistrant son premier succès de la saison après l'avoir frôlé si souvent. Ford aura eu le mérite de s'accrocher dans les moments difficiles pour refaire magnifiquement surface avec ce doublé historique. En Nouvelle-Zélande, on assiste très vite à un affrontement direct entre Mäkinen et Macrae, alors que Sainz, qui étrenne une nouvelle commande de boîte sur sa Ford, se place en position d'attente. Bien lui en prie, car Mäkinen, victime d'une violente sortie de route, et Macrae, trahi par son moteur,
laisse les autres en découdre pour la victoire. En fait, celle-ci sera surtout l'affaire de Kenneth Eriksson et de Sainz, qui batailleront jusqu'au bout pour terminer dans cet ordre. Kankkunen 3e, confirmant pour sa part les progrès accomplis par la Ford. Finlandais fait briller les débuts de la nouvelle Corolla qui marque le grand retour de Toyota à la compétition et également celui de Didier Auriol dans une équipe officielle. Tandis que Sainz alterne coups d'audace et subtilité tactique, McRae est contraint une fois de plus au rôle de spectateur après que le moteur de sa Subaru ait rendu l'âme. Sans l'Écossais, le rallye oppose comme souvent Mäkinen à Sainz. Mais ce dernier devra abandonner à son tour, laissant le champion du monde au commandement d'une course marquée par le coup de force des pilotes locaux. Mais en s'imposant sur son terrain pour la 4e année consécutive, Mäkinen creuse l'écart avec ses poursuivants et peut d'ores et déjà envisager un nouveau titre de champion du monde. Depuis plusieurs épreuves, on sentait que les Ford avaient le vent en poupe. Et en Indonésie, Sainz va cueillir les fruits d'un excellent travail en profondeur. Constamment dans le sillage de McRae et de Tommi Mäkinen, l'Espagnol attendra que ses deux rivaux aillent à la faute pour s'emparer du commandement avant de résister aux assauts de son équipier Juha Kankkunen. Grâce à ce second doublé, Ford revient à 1 point de Subaru au championnat constructeur, alors que Sainz, lui, n'est plus qu'à 8 points de Mäkinen au classement des pilotes. La fin de saison va nous donner l'occasion d'apprécier le talent de Colin McRae à sa juste valeur. Car enfin débarrassé des ennuis mécaniques qui l'ont handicapé depuis le Portugal, l'Écossais va faire un retour en force dans la course au titre. Même si à San Remo, il faudra que Piero Liatti, la mort dans l'âme, se fasse harakiri au profit de son équipier pour que celui-ci obtienne le succès indispensable à sa rédemption. Voilà donc McRae à nouveau compétitif et terriblement menaçant au championnat du monde pour le duo Mäkinen-Sainz. En Australie, le succès de Colin McRae ne devra rien à personne. En tête dès l'amorce du rallye, il contrôlera la situation jusqu'au bout, se permettant le luxe de laisser Carlos Sainz ouvrir la route au départ de la 3e étape afin de mieux lui porter les stockades. Sainz étant contraint à l'abandon, tous ses espoirs de consécration mondiale s'envolent, tandis que Mäkinen, auteur d'une formidable remontée, vient échouer à 6 secondes seulement de McRae pour la victoire. Désormais, entre ces deux, tout se jouera au rack avec un net avantage pour le Finlandais. Tandis que Subaru est d'ores et déjà sacré champion du monde des constructeurs pour la 3e année consécutive.
Angleterre, les données sont simples. Il faut que McRae s'impose et que Mäkinen ne marque pas le moindre point. Et c'est cet affrontement qui dominera les débats tout au long de la course, d'autant que le Finlandais, frappé par une méchante grippe, naviguera longtemps au-delà de la 6e place fatidique. Le sachant handicapé, McRae ne se fera pas prier pour dominer la situation avec une vigueur formidable. 100. Et il lui en faudra de la détermination et de l'audace pour repousser les assauts d'un Richard Burns excellent qui jouera à fond le jeu de son équipier Mäkinen afin de priver McRae de la victoire. Mais une crevaison au plus mauvais moment ne lui permettra pas d'aboutir dans ses intentions et la victoire reviendra à un formidable Colin McRae. Peut-on parler de succès inutile car en terminant à la 6e place, Tommi Mäkinen marque le tout petit point qui lui assure son 2e titre de champion du monde consécutif. Ça a été un championnat très long et très stressant avec une succession de chances et de déconvenus, des hauts et des bas. Mais finalement, le voilà ce championnat. Et c'est un sentiment incroyable. La saison s'est achevée par un formidable rallye de Grande-Bretagne, une épreuve particulière, très typée, où Didier, vous avez connu des fortunes diverses et surtout cette année. Bah oui, cette année, ça avait bien commencé à la première étape, puisqu'on était 3e à 10 secondes, et puis deuxième étape, des petits soucis mécaniques, et puis une sortie de route assez violente. Vraiment, le championnat du monde nous permet d'apprécier de nouveaux talents. Cette année, notre choix s'est porté sur le Belge Freddie Loax et sur l'Anglais Richard Burns. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix, Didier? Oui, Freddie Loax, c'est un jeune pilote qui n'a encore que très peu d'expérience en championnat du monde des rallyes. Et jusqu'à présent, encore une fois, sur un terrain asphalte, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs et même voire être devant. Prenons le cas de Richard Burns. Lui, il a eu la chance, comme on en discutait tout à l'heure pour Gilles Panizzi, il a eu la chance, ça fait 2-3 ans, qu'il a eu la possibilité de participer déjà à des épreuves de championnat du monde, donc acquérir une certaine expérience. Mais c'est 2 très, très bons pilotes, c'est sûr. Alors, tout de suite, les révélations de ce championnat du monde des rallyes 1997. L'histoire belge que colporte Freddie Loax à Monte-Carlo donne à penser que celui-là a de la trempe. Pour preuve, son fabuleux exploit d'emburser devant tous les ténors de la course. Confirmation au Portugal un peu plus tard où son antique Toyota Celica se hisse jusqu'à une formidable 2e place qui propulse le jeune pilote belge au sommet de la hiérarchie. Et l'on restera ébahi à San Remo où sur l'asphalte, son culot de sprinter insouciant donnera des sueurs froides à tous les seigneurs de la route. Et il faudra que la direction assistée de sa Corolla lui joue des tours pour l'empêcher de faire la course en tête jusqu'au bout. Comme Freddie Loax, l'Anglais Richard Burns est jeune et prometteur. Âgé de 26 ans, il a été intégré à l'équipe Mitsubishi d'Andrew Cohen pour épauler Tommi Mäkinen. Au Kenya, il aura même l'audace de pousser Colin McRae dans ses derniers retranchements. Sa 2e place au pays des Maasai le situe d'ores et déjà dans le peloton de tête des spécialistes de la Terre. Et en Grèce, il se sacrifiera pour offrir la 3e place à Mäkinen, alors que sa Charisma avait réussi une course de toute beauté. Mais c'est incontestablement au rack que Burns réalisera un fabuleux exploit en croisant le fer avec l'implacable Colin McRae. Seule une crevaison l'aura empêché de contester la victoire à l'Écossais. Décidément, le pilote d'Oxford est mieux qu'une doublure pour Tommi Mäkinen. Autre révélation de cette saison, la 306 Maxi qui a prouvé aussi bien en Espagne qu'en Corse qu'elle était une formidable bête de course sur asphalte. Un encouragement pour un programme Peugeot plus étoffé en 1998.